pleasure again to be here and to see you here. So many of you, and even more after the parallel sessions. As you know, there are other sessions going on. So for those of you who weren't here yesterday, I'm Sylvia Schmidt. I work for IFOAM Organics Europe, and I'm Policy Associate Manager. So I work mostly on food policies. And as you can imagine, the Farm to Fork strategy is currently my top 1 to 10 priority, basically. Okay, so we're here today for the session about improving, inspiring, and delivering best practices of the organic supply chain. In previous congresses, you have told us that you wanted to have more concrete examples of what actually it means to work within an organic supply chain and how to improve this supply chain. So we heard you loud and clear, and this is what we are here for today. There will be some more concrete examples of what some of the speakers here are doing, and I hope this can be inspirational to all of us. As you can see, the first half of this title is Improving, Inspiring, Delivering, and you might wonder, why? And that is because the vision of IFOAM Organics Europe in terms of achieving more organic, in terms of transitioning towards more sustainable food systems, has 3 pillars, one of which is improving, inspiring, delivering. Another one is organic on every table. The third one is fair play, fair pay. So about improving, inspiring, and delivering, what do we mean with this pillar? We mean that organic food and farming systems should be more resilient. They should continuously improve the performance and inspire change, both within and outside of the organic movement. Another key aspect of this pillar is that we should really start and support a paradigm shift in knowledge and education that reconnects both consumers and society to food and farming. That's also quite important, as many of you will know. So what we will do today is to really look into best practices across the whole supply chain. We will zoom in also on some actors, and you will be hearing about sustainable public procurement as well. As a side note, sustainable public procurement at the moment is really high up on the Commission's agenda. We spoke yesterday about this famous Sustainable Food Systems Law that is expected in 2023 as part of the Farm to Fork strategy. And sustainable public procurement is a key element of that law. So today, perhaps we will have some inspiration of what to tell the Commission in terms of what this section on sustainable public procurement should be. There are several challenges. The organic supply chain is faced with several challenges in terms of how to improve. And some of them are also quite recent. And of course, I'm thinking here of the war in Ukraine and the COVID crisis. But mostly it's also linked to logistics, to prices, to even climate change mitigation. And today we'll see how these challenges can be addressed. So I will stop talking. We have excellent speakers, so I think the floor should be theirs. First one up is Martine Cavaillet from Interbio, actually. So thank you very much for partnering with us for this event. I think for now, everyone is smiling and happy, so that's good. And Martine Cavaillet is the coordinator of Interbio Nouvelle-Aquitaine since 2016, and she supervises and promotes projects to enhance organic farming in the area. And she will tell us about fair prices across the supply chain and the work she has been doing on this within Interbio. Martine, the floor is yours. Bonjour. Donc, comme Sylvia vous l'a dit, moi je suis Martine Cavaillet, je suis coordinatrice pour Interbio Nouvelle-Aquitaine et je vais vous présenter les travaux qu'on mène en région sur la répartition de la valeur et sur la juste rémunération de cette chaîne de valeur du producteur jusqu'au... donc je vais vous présenter les méthodes de calcul et les références qu'on a pu avoir du coup dans ces travaux que nous menons en région. Voilà, donc du coup, pour planter un petit peu le décor, Interbio Nouvelle-Aquitaine, on vous l'a présenté hier, mais juste un petit peu pour piqûre de rappel, nous sommes l'interprofession bio régionale. On regroupe près de 300 opérateurs et organismes bio sur la région, et notre mission, c'est de créer des ponts et de soutenir et d'accompagner le développement et la structuration des filières bio en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça se concrétise par des actions qu'on développe en fonction des actualités et des besoins de nos adhérents. Donc du coup, pour avancer sur ces actualités
et sur ses besoins, eh bien, les adhérents ils se répartissent dans des commissions. Donc on anime 10 commissions, dont 7 commissions spécialisées en fonction des productions phares du territoire. Donc on a la commission fruits et légumes, la commission apiculture, la commission lait, grande culture, viande et œufs, plantes aromatiques et médicinales, et aussi la commission viticulture. Donc dans ces commissions, les professionnels ils peuvent s'informer, ils peuvent échanger, ils peuvent aussi travailler ensemble, puisque c'est le but, et charge à nous, chargés de mission qui animons ces commissions, de les aider à développer des outils qui puissent faciliter tout ça. Donc du coup, les travaux que je vais vous présenter en suivant, ils sont justement issus de ces commissions filières. Donc on a initié ces travaux en 2017 et on les a initiés finalement juste avant la sortie de la loi Egalim 1 qui vise à protéger la rémunération des producteurs. Cette loi, elle a été actualisée en 2021 pour sanctuariser le prix des matières premières agricoles tout au long de la chaîne de valeur. Du coup, tout ça, ça a permis de démontrer finalement l'intérêt qu'il y avait de mener et de développer ces travaux en région. Du coup, les objectifs de ces travaux, c'est d'abord d'analyser la construction de la chaîne de valeur pour une matière première et un produit fini choisi. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose ou on tente de proposer un schéma équilibré de la chaîne de valeur dans le cadre des États généraux de l'alimentation, en lien avec les indicateurs de prix. Ce qu'on veille également dans ces travaux, c'est d'ajouter de la transparence sur les prix commercialisés. Et ce qu'on s'est attaché à réaliser, c'est à construire un outil qui puisse être adaptable et réutilisable pour chaque opérateur, filière ou produit. Donc pour ça, selon les spécificités de chaque filière, eh bien, on a développé 2 méthodologies. Il y a d'abord la méthodologie qu'on a appelée enquête et ensuite la méthodologie qu'on a appelée groupe de travail. Donc d'abord, sur la méthodologie enquête, eh bien, cette méthodologie, elle est basée sur la découpe de la filière et on détermine un produit cible et des prérequis pour l'échantillon donné qu'on a choisi. Donc elle se base, cette méthodologie, sur le recensement et sur les prix pratiqués à chaque étape de la filière choisie. Ensuite, on reconstruit la chaîne de valeur du producteur jusqu'au consommateur et on intègre les coûts de production qui sont travaillés et validés avec la Chambre d'agriculture régionale et Bio Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on consolide ces résultats en commission filière pour obtenir des résultats qui puissent être diffusables. Ensuite, on a une autre méthodologie. Cette méthodologie, c'est la méthodologie groupe de travail. On l'applique pour certaines filières parce que par la variabilité des opérateurs, la multiplicité des productions, eh bien, on n'est pas en mesure d'appliquer la logique statistique. Donc du coup, on se base sur des cas types exemples avec des matières premières et des produits finis choisis à chaque fois. Du coup, cette méthodologie, elle repose également sur la découpe de la filière en considérant les coûts, les marges, mais aussi la réalité économique de la filière qu'on a choisi d'étudier. Et également, on va définir des rendements matières pour passer d'un maillon à l'autre et pour retrouver la matière première qu'on a choisie dans le produit fini qu'on a voulu étudier. Donc, on analyse les données qui sont fournies par des opérateurs phares de la filière et dans chaque groupe de travail, on tente d'avoir au moins 2 opérateurs pour chaque maillon de la chaîne de valeur. Et pour les données amont, comme dans la méthodologie enquête, on se base sur les références qui sont étudiées par la Chambre d'agriculture régionale, par Bio Nouvelle-Aquitaine, mais aussi par les opérateurs eux-mêmes, puisque des opérateurs comme les coopératives ont bien évidemment des données sur la production. Par contre, ces travaux, ils ne sont valables, ces travaux et surtout les résultats, ils ne sont valables qu'en fonction des hypothèses de travail et des prérequis qu'on va définir pour chaque filière qu'on va étudier. Et ensuite, c'est quand même une méthode éprouvée puisqu'on s'est inspiré de la méthode de calcul qui est utilisée par France Agrimaire dans son observatoire des prix et des marges. Ensuite, pour cette méthodologie groupe de travail, ce qui est très important, c'est le respect de la confidentialité, parce que ce respect de la confidentialité, il permet aux opérateurs au sein de ce groupe de travail de pouvoir échanger librement sur leurs données, sur leurs informations. Donc en fait, chaque donnée qui est échangée au sein du groupe de travail, elle reste interne à ce groupe et elle reste interne à Interbio. Aucune donnée n'est traitée de manière nominative, les données elles sont toujours agrégées pour respecter ce principe de confidentialité. Et ensuite, les résultats ne sont diffusés qu'avec l'aval
avec la validation de l'ensemble des contributeurs. Donc, comme je vous le disais, pour cette méthodologie-là, ce qui est essentiel, ce sont les prérequis et les hypothèses de travail qu'on va définir au sein du groupe de travail. Parce qu'en fait, chaque hypothèse, chaque prérequis est un levier pour faire monter ou baisser les prix et les marges. Donc, si on change une donnée, ça peut faire changer le résultat à la fin. Donc, en fait, au sein du groupe de travail, on va définir ces hypothèses et ces prérequis. Donc, par exemple, pour le maillon producteur, on va établir ensemble le type d'exploitation et on va tenter de définir ce type d'exploitation pour une exploitation agricole qui soit représentative d'une exploitation agricole sur cette production sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On va également définir les caractéristiques, l'itinéraire technique de la production choisie, et en fonction de ça, on va établir du coup les coûts de production. Ensuite, on va établir un rendement moyen régional qui va coller au mieux à la réalité du territoire, en considérant les conditions de la culture, les aléas climatiques, etc. Et enfin, on va aussi tabler sur une rémunération cible du producteur. Donc, depuis 2018, on a choisi comme rémunération cible de considérer 2 SMIC. Et on va prendre en compte également tout ce qui est contribution, fermage. Ensuite, pour tous les autres maillons de la chaîne, organismes stockeurs, transformateurs, distributeurs, et bien de la même manière, on va définir le process. On va essayer de définir un process qui soit le plus utilisé en région. Et à partir de là, on va pouvoir chiffrer les charges au plus près de la réalité du terrain. On va établir également les freins, les coproduits et bien sûr les caractéristiques des produits pour passer d'une étape à l'autre. Donc par exemple, taux d'humidité, le rendement du process, etc. Et puis on va établir du coup des rendements matière pour passer d'une étape à l'autre et pour arriver jusqu'au produit fini qu'on va trouver en magasin, que le consommateur va pouvoir trouver en magasin. Et bien sûr, à chaque étape, du producteur jusqu'au distributeur, on va établir ensemble des marges souhaitées ou souhaitables dans le cadre d'une juste rémunération de la valeur. Donc on mouline tout ça et on va déterminer quelle serait la valeur nécessaire pour atteindre cette juste rémunération pour le producteur, mais ça peut être également, selon les filières qu'on va étudier, pour un autre maillon de la chaîne. Parce qu'en fait, la calculette qu'on a construite, elle permet de mesurer l'impact de cette juste rémunération sur le prix que paierait le consommateur à la fin. C'est de cette manière qu'on l'a construite pour qu'on puisse visualiser au mieux les résultats. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, tous ces travaux aussi se basent sur un outil qui est utilisé en bio, qui est la contractualisation. Cette contractualisation, elle permet de sécuriser les approvisionnements, de garantir les débouchés sur des volumes, mais aussi sur des prix. Donc voilà, ces travaux se mènent toujours avec la résonance de la contractualisation derrière. Donc là, je vais vous présenter les cas qu'on a étudiés depuis la mise en place de ces groupes de travail en 2017. Donc le premier groupe qui a travaillé selon cette méthodologie, c'était le groupe de travail qui a étudié les seuils économiques du blé à la baguette. Donc pour vous montrer un exemple, avec le groupe de travail, on a décidé d'étudier la chaîne de valeur suivante. On est parti du producteur, on a pris l'organisme stockeur, le meunier, et on a décidé d'étudier le circuit de distribution boulangerie artisanale pour arriver jusqu'au consommateur. Donc selon les prérequis et les hypothèses de travail qu'on avait définies au sein de ce groupe de travail, eh bien, on s'est aperçu que le consommateur devrait payer sa baguette au levain de 250 grammes, 2 centimes d'euros TTC plus cher pour permettre au producteur de pouvoir couvrir ses coûts de production et de pouvoir générer une rémunération. À l'époque, en 2017, c'était 1 SMIC et demi. En 2018, on a étudié les seuils économiques du maïs à l'œuf. En 2020, on a étudié les seuils économiques de la lentille. En 2020, on a commencé à étudier les seuils économiques du steak haché. Et en 2021, on a étudié la chaîne de valeur du soja à l'œuf. On a également commencé à étudier la chaîne de valeur du fromage blanc à base de lait de vache vendu en restauration collective. Donc on a commencé cette étude, mais on ne l'a pas finalisée parce que cette étude, elle prend en compte 3 commissions différentes. On a la commission grande culture, la commission œuf et la commission restauration collective, ce qui complique un petit peu les travaux. En 2022, on vient de boucler la chaîne de valeur de la farine de sarrasin bio. Et ensuite, selon la méthodologie enquête,
En 2019, on a étudié la chaîne de valeur du marché du vin bio de Bordeaux. Et dans la commission fruits et légumes, on a étudié 20 espèces de saison les plus commercialisées en 2020. Donc voilà, juste vous dire que ces études, finalement, elles permettent de savoir si on peut, si on doit et surtout à quel prix on peut développer une filière en Nouvelle-Aquitaine. On s'est aperçu également que ces travaux, ils servaient aussi à sensibiliser les opérateurs qui participaient au groupe de travail, parce qu'on s'est aperçu que certains opérateurs n'étaient pas au fait de certaines problématiques d'autres opérateurs de la chaîne de valeur. Donc ces travaux permettent d'avoir une base d'échange entre les opérateurs. Ça peut être également une base pour négocier dans le cadre d'une juste rémunération. Et du coup, chez Interbio, on va s'attacher à continuer ces travaux pour amener notre petite pierre à l'édifice, pour favoriser justement ces échanges qui sont vraiment essentiels en bio pour la structuration des filières. Je vous remercie. So thank you very much, Martine, for this really concrete example and concrete tool of how you managed to show how much more would be needed in terms of price for a fair remuneration. And I mean, 2 cents for a baguette sounds fair. So that was a really interesting take. And for those, I don't know how, I mean, for those who, the SMIC is the lowest salary minimum wage in France, just to put context in case. I will, before going to the next speaker, just let me say that this is really a session for your questions. So we will really have time for interaction afterwards. So just already think if you had, well, no, but it will come later. But I see the enthusiasm. I like that. Thanks. We'll take them at the end. But so yes, just keep that in mind. Now I'd like to give the floor to Jean-Pierre Tessière. He is the health executive in a local civil service and has been in charge of the quality and purchasing department of the CIVU Bordeaux-Mérignac since 2004. He will tell you what that is exactly. And his position basically allows him to propose and implement the strategical orientations of the purchasing policy of the institution to assure healthy and safe food with the lowest environmental impact. So this session is the one that really focuses a bit more on sustainable public procurement. Jean-Pierre, the floor is yours. Bonjour, je vais juste un petit peu rectifier le statut. Je ne dirige pas l'établissement du CIVU Bordeaux-Mérignac, je suis simplement le directeur de la partie donc, du service qualité et achat. Donc l'établissement public auquel je fais partie, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Nous fournissons la restauration donc, des villes de Bordeaux et de Mérignac à une hauteur de 23 000 repas jour, ce qui représente des volumes assez conséquents en matière de denrées alimentaires. Donc je vais aborder quelques sujets qui sont sur les bonnes pratiques et la méthodologie que l'on a au sein de notre établissement en matière d'achat public. Vous allez voir qu'on n'est parfois pas très orthodoxe par rapport au marché public. C'est une volonté qui a toujours existé. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas avancer les choses de cette manière-là, on en sera encore un petit peu à la préhistoire des marchés publics en termes d'acquisition de denrées alimentaires, et notamment ce que demande maintenant la loi Egalim, qui est une loi pour nous incitative et non contraignante. On n'en serait pas encore à ce niveau de bio dans la restauration collective. Alors, donc déjà au niveau de notre politique achat, nous avons défini en fait une politique achat selon des principes, des prérequis et une démarche qui en fait a été renforcée depuis quelques temps, on va dire depuis 2-3 ans, par des évolutions sociétales, par des évolutions politiques aussi au sein de la ville de Bordeaux et de Mérignac, et puis derrière, depuis on va dire quelques temps, réglementaire avec la loi Egalim. Alors, ces prérequis, c'est très simple. On s'est mis autour d'une table, on s'est posé la question, c'est de rester simplement pragmatique, et on est sorti de tout ce qui était contexte juridique. Il n'y avait aucun intérêt de partir sur des contextes juridiques. Pour moi, les achats publics, si on reste sur des contextes juridiques, on n'arrivera pas à acheter ce que l'on souhaite avoir par rapport à l'aspect qualitatif. C'est quelque chose de très, très contraignant, les marchés publics. Il faut s'y plier, bien sûr, mais comment on peut s'y plier tout en respectant certaines demandes politiques, certaines évolutions sociétales, et ça, c'est très, très compliqué. Donc, on s'est mis autour d'une table, et on s'est posé des questions, et on s'est dit, bon voilà, il faut certains prérequis. Le premier, c'était de promouvoir les filières agricoles qui avaient une forte
valeur en termes de vertu environnementale, donc on s'est tourné vers le bio. L'intérêt, c'était surtout de diminuer l'empreinte donc carbone de notre production des repas. Ensuite, on s'est dit, il faut ne pas rester sur la partie marché public où, qu'est-ce qu'on fait? On a un contrat avec un fournisseur et puis on est purement dans une partie prix. Et on achète et puis on arrive à la fin, on relance des marchés. On a dit, on va partir sur un principe de partenariat avec des engagements contractuels. Et c'est pour ça que nos marchés, vous allez voir, ce sont des marchés qui durent. Ce ne sont pas des marchés qu'on relance tous les ans, déjà parce que juridiquement, c'est très lourd. Et puis bon, en même temps, je ne vois pas l'intérêt de travailler ça. Ça ne donne pas de visibilité aux agriculteurs, ça ne donne pas de visibilité à notre personnel en termes de production. Donc on est parti sur des engagements assez longs, et c'est des engagements contractuels que l'on a avec nos fournisseurs. Donc c'est vraiment un partenariat. Ensuite, on s'est dit, on va aussi se mettre le critère bien avant la loi AGEC, une des lois qui régit l'économie circulaire depuis peu. On s'est dit, on va réduire notre empreinte carbone avec la diminution de tout ce qui est emballage complémentaire, des emballages qui ne servent pas forcément. C'est le cas, par exemple, on le fait avec nos produits laitiers, je vous en parlerai tout à l'heure, où on a diminué certains emballages autour, on se fait livrer avec des systèmes de consigne en cagette. Et puis, depuis, on va dire 2 ans et demi, on s'est posé la question sur qu'est-ce qu'on mettait vraiment dans l'assiette, et on s'est aperçu qu'il y avait des fois des ingrédients que l'on mettait qui n'étaient pas nécessaires, des ingrédients que l'on achetait qui avaient des additifs qui n'étaient pas nécessaires. Donc on a commencé à travailler sur une plus grande, on va dire, naturalité de nos recettes, et l'introduction de beaucoup moins de produits transformés. Donc pour nous, qui sommes donc une grosse cuisine centrale, puisque comme je vous dis, on fait 23 000 repas jour, quand on fait un service par exemple de carottes râpées, ça représente 1,7 tonne à 2 tonnes par jour. Donc parfois on a recours quand même à des produits qu'on ne sait pas faire, comme les ovoproduits. On ne sait pas faire une omelette dans notre cuisine, c'est très compliqué, ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est quand même très compliqué. Donc on a recours quand même à l'industrie agroalimentaire. Mais pour ça, on a mis donc certaines contraintes dans nos cahiers des charges. Alors tout ça, c'était dans le but d'assurer une alimentation que l'on va dire donc saine, sécure, citoyenne et durable. Alors c'est des termes qui peuvent dire beaucoup de choses, qui sont que l'on trouve de plus en plus. Au sein de l'établissement, on a souhaité vraiment avoir ces valeurs, ces convictions. Et donc au sein de l'équipe du pôle qualité achat, de l'ensemble des personnes qu'on a recrutées, on les a recrutées non pas seulement sur les compétences, mais sur les convictions. C'est-à-dire que l'achat public est pour moi une finalité, mais d'abord, la relation que l'on a avec nos fournisseurs, c'est une relation avec une confiance, et il faut que nos acheteurs aient des convictions. Donc, les grands principes que l'on a définis au sein de notre établissement, c'est des principes qui peuvent paraître d'une cohérence ou d'une simplicité, mais on a souhaité quand même les rappeler. Le principe de la saisonnalité. Pendant de nombreuses années, la restauration collective a fait un petit peu n'importe quoi parce que sous le principe de l'équilibre nutritionnel, il fallait pouvoir proposer, et de la diversité, proposer énormément de produits. Donc, pendant de nombreuses années, on est sorti avec, dans des menus, énormément de produits où on sortait d'une saisonnalité. Donc nous, on est revenu vraiment depuis à peu près 10 ans sur une saisonnalité des produits, et donc on se refuse de faire certaines productions, même si les demandes des consommateurs pourraient être d'avoir certains produits. Notamment là, on arrive au début de l'été, on nous demande déjà des fruits d'été. Or, dans la région, je n'ai pas encore de melon en volume suffisant, donc on continue sur certains fruits d'hiver, on fait de la fraise. Donc il faut vraiment ancrer ça dans la tête des personnes, c'est respecter cette saisonnalité, parce que derrière, si on veut travailler sur des produits locaux et des produits qui sont, on va dire, produits de manière le plus, on va dire, ancestrale et naturellement par rapport au cycle de vie de la nature, et bien derrière, il faut respecter cette saisonnalité. Ensuite, la préservation des ressources naturelles. Alors, ça peut paraître évident. Je peux vous dire que non, énormément de labels existent en vous mettant cet argument, préservation des ressources naturelles. Nous, on a souhaité vraiment cibler l'agriculture biologique comme un des seuls moyens de préserver les ressources naturelles. Après, derrière, il y a ce qu'on appelle l'équilibre donc, de la matière et de la portion adaptée. Dans nos marchés, c'est quelque chose qui peut paraître abstrait, et aussi, en même temps, ça peut être quelque chose de concret quand je vais vous l'expliquer. On touche donc diverses filières de l'agriculture, donc la filière viande, la filière du maraîchage, de l'arboriculture, mais aussi la filière donc, de tout ce qui est transformation, comme les produits laitiers. Donc on a souhaité donc travailler sur de l'équilibre matière, ça va représenter donc de l'équilibre carcasse. Donc quand on achète de la marchandise, on essaye de s'engager auprès de nos fournisseurs à prendre une partie assez importante que le producteur ne pourra pas valoriser ailleurs.
Ça va être le cas aussi pour les fruits. Les fruits, on ne travaille pas sur un type de calibre, parce que derrière, sur un arbre, vous avez énormément de calibres. Donc, que fait le producteur quand on lui prend qu'un seul type de calibre? Donc, on part sur 2-3 calibres. Et là, depuis, on va dire, janvier, on commence à réfléchir sur non plus des calibres, mais un poids global. On se fait livrer, par exemple, des cagettes de 8 kg de pommes, et on les transfère directement dans les écoles, et c'est coupé sur place. Et comme ça, on respecte le grammage adapté aux enfants. On l'a fait aussi avec notre partenaire au niveau des laitages. Quand on a passé un appel d'offres, on s'est dit comment maîtriser aussi notre coût, parce que ça nous permet de maîtriser les coûts si on donne le juste grammage aux enfants, et ça évite le gaspillage aussi. Mais on s'est dit, mais comment on peut faire pour transformer? On sait qu'un yaourt, dans la réglementation, dans la vente, dans le commerce, c'est 125 grammes. 125 grammes d'un point de vue nutritionnel, en termes d'apport de calcium, pour un enfant, ce n'est pas nécessaire. Donc on est parti sur des grammages de 100 grammes. Ça fait baisser le coût, on maîtrise notre coût, et on a développé des produits. Alors ça a permis donc à notre fournisseur de pouvoir, avec notre volume, parce que bien sûr, si je fais 500 repas jour, demander à un industriel de transformer sa chaîne de production pour 500 repas jour, ça va être compliqué pour lui. Par contre, le fait d'avoir nos volumes, 23 000 repas jour, je le rappelle, ça permet quand même d'avoir des sorties suffisamment intéressantes d'un point de vue économique. Et donc, on a pu développer des recettes et des grammages avec ce fournisseur, ce qui lui a permis à lui, je pense, par la suite, de pouvoir proposer ce genre de produit à d'autres collectivités. Donc ça, c'est l'avantage qu'on a aussi vu. C'est un avantage, le volume. Alors, parfois, c'est un inconvénient quand on peut avoir des ruptures de stock, mais c'est un avantage, c'est pouvoir tirer les filières par le haut. Le dernier principe, c'est celui des achats, on va dire, en circuit court et de proximité. Alors, dans les notions des marchés publics, les circuits courts et des proximités sont des choses différentes. Dans les médias, on parle toujours de circuits courts quand je vais acheter à côté, chez mon petit producteur, dans des AMAP et autres. Pour nous, les circuits courts, c'est un minimum d'intermédiaires entre le producteur et l'acheteur, c'est-à-dire nous. Donc, pour nous, c'est important parce que c'est synonyme de juste rémunération, on diminue les intermédiaires, ou bien sûr, un intermédiaire va pouvoir prendre une marge. Donc, pour nous, ça a un coût. Alors, si on ne veut pas avoir un coût trop élevé, d'un moment, on va écraser le prix auprès du producteur. Donc, nous, l'intérêt, c'est de travailler au maximum avec ou le transformateur ou le groupement de producteurs. Et le circuit de proximité, c'est quelque chose que l'on a fait bien avant, on va dire, la loi Egalim qui demande que l'on achète des produits de qualité ou locaux. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours demandé aux élus des villes de Bordeaux et de Mérignac, ça depuis de nombreuses années. J'ai dit, si on veut faire quelque chose, il faut aller au-delà de la réglementation. On sera peut-être borderline, on risquera peut-être quelque chose, imaginons on se retrouve au tribunal, ok, et maintenant il ne faut pas avoir peur de se faire condamner pour la forme, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté certaines choses. Maintenant, au niveau communication, se retrouver dans le Sud-Ouest, notre journal local, en disant que la ville de Bordeaux n'achète pas local parce qu'on lui a interdit d'acheter local, je pense qu'en termes de communication, c'est plus productif que l'inverse. Donc nous, on a toujours souhaité travailler sur de la chaîne de proximité. Donc comment on l'évalue? On l'évalue avec le cumul donc, de kilomètres faits par le produit, de la matière première, c'est-à-dire de l'élevage, de la culture, donc, jusqu'à chez nous, s'il n'y a pas de transformation ou si ça passe par un atelier de transformation, on fait ce cycle complet de vie du produit. Donc c'est quelque chose qui permet de graduer et d'évaluer le fournisseur. Ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas auparavant et qui maintenant, on commence à le voir arriver dans de nombreux marchés publics. Donc pour nous, c'était quelque chose d'important, on l'a mis déjà depuis une dizaine d'années. Alors, cette politique achat, comme je disais, en fait, elle a été renforcée d'un point de vue réglementaire, la loi Egalim, qui est sortie, qui a été demandée d'être appliquée en 2022, avec donc 50% de produits donc, sous sigle de qualité, dont 20% en bio. C'est quelque chose qu'on n'a pas attendu, on n'a pas souhaité attendre ça. C'est quelque chose que l'on met en place depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce que derrière, les lois, ce genre de lois sont des lois incitatives. Donc, vous verrez, des collectivités ne pourront pas l'appliquer, parce que des fois, d'un point de vue rémunération du coût du repas, c'est compliqué. On a vraiment choisi de partir sur un approvisionnement de qualité. Alors, pour deux choses. Un, déjà, ça paraissait logique, un approvisionnement de qualité et local, parce que derrière, quand on travaille sur des produits de qualité, on travaille sur des produits qui ont des forts rendements. Pour l'instant, je ne vous ai toujours pas parlé de prix. Le prix, c'est quelque chose qui vient chez nous en dernière partie, quand on commence à se dire, OK, on est d'accord sur le produit. On travaille déjà sur la qualité des produits. On s'est aperçu que lorsqu'on travaille sur des produits en bio, notamment, ça a été le cas sur des féculents, des légumineuses, et sur les viandes, on avait de forts rendements à prix cuisson. Et lorsqu'on travaille avec des produits conventionnels qui n'étaient pas labellisés, on avait de faibles rendements avec de fortes pertes. Donc, globalement, vous aviez un coût achat matière première qui était beaucoup moindre avec du conventionnel,
non qualitatif. On est parti sur du bio qualitatif. On avait un coût plus important à l'achat. Par contre, au coût dans l'assiette, on avait un équilibre qui arrivait à pratiquement se maîtriser. C'est-à-dire que les rendements en viande, je prends toujours l'exemple de la viande, le veau. Les premières fois qu'on faisait du veau sur la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac, on avait 70% de pertes. Donc ça représentait des contraintes de production, parce qu'il fallait chaque fois reproduire pour cumuler, pour rattraper cette perte. Et on avait un prix qui était quand même très bas. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'il y a un intérêt de continuer comme ça? On est parti sur du veau label rouge. Là, on avait inversé les chiffres, on avait plus 70% de pertes, mais on avait 60% de rendement. Donc c'était toujours intéressant. Mais là, par contre, on avait des coûts exorbitants d'achat, donc on n'arrivait pas à équilibrer ce coût après le rendement. Et puis, on est parti sur de l'approvisionnement en veau, et en veau bio. Et là, on avait 70% de rendement, non plus 70% de pertes, ni 60% de rendement, mais 70% de rendement, à un coût qui n'était pas celui du label rouge. Donc on s'est dit, bingo, voilà quelque chose de concret qui montre qu'un type de production, ce n'est pas simplement quelque chose qui fait du bien pour la planète, c'est quelque chose qui fait du bien aussi pour le porte-monnaie, c'est quelque chose qui fait du bien aussi pour la santé, puisque derrière, on a pu s'apercevoir que d'un point de vue nutritionnel, la viande bio avait de bien meilleurs intérêts, notamment en termes d'apport en matière grasse, puisque l'alimentation du veau, alors je suis nutritionniste de formation, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, l'alimentation du veau va permettre, en bio, va permettre de garder ce gras au sein de la viande, et on arrive à avoir une meilleure maîtrise de nos cuissons et un meilleur rendu dans l'assiette. Organoleptique, nutritionnel. C'est quelque chose qui, pour nous, pour les cuisiniers, a été quelque chose de nouveau, parce qu'ils avaient toujours l'habitude de travailler des produits qui étaient assez standardisés, qui avaient des pertes, il fallait reproduire, c'était devenu normal de perdre après cuisson. Et là, on a changé la mentalité de certaines personnes au sein de nos cuisines grâce à ces changements d'approvisionnement. Et puis, on a eu donc une forte demande aussi sociétale qui nous a renforcés, c'est-à-dire que depuis quelques années, au-delà de manger sainement, on est parti sur qu'est-ce que je mange? On veut savoir ce qu'on a dans l'assiette, d'où ça vient. Et cela a été renforcé avec l'arrivée politique sur la ville de Bordeaux d'une nouvelle équipe qui a souhaité donc mettre en avant cet approvisionnement local et de qualité, et notamment développer les filières en bio. Donc l'intérêt, c'était de travailler sur quelque chose en termes d'approvisionnement qui soit local, peut-être pas forcément bio, mais avec nos volumes, aider à la conversion en bio. Et derrière, partir sur les structurations de filières, avec plus de recettes maison. Alors, je vais me dépêcher. Au niveau d'un marché public, alors il y a toujours une démarche théorique, bien sûr, mais il y a quelque chose de concret. Je vais aller assez vite dans ce slide. Pourquoi? Parce qu'il y a deux parties qui sont hyper importantes. C'est la première où on parle de la prospection. Alors la prospection, c'est pour moi la partie la plus importante de l'achat. On va définir nos besoins en interne, on va échanger avec les producteurs, on va se rencontrer, on va s'écouter, on va apprendre chacun de nos métiers, on va définir nos besoins. C'est quelque chose d'hyper important. Sans cette prospection, sans cet échange, on n'y arrivera jamais. Ensuite, il y a cette phase de test aussi, les phases de test en termes de cuisson, en termes d'acceptabilité des recettes. Ça, c'est important. Donc, c'est quelque chose que l'on fait auprès de nos convives. Et arrive en fait la fin, c'est la partie achat, mais pour moi, est en fait quelque chose de simple, dans le sens où si on a bien travaillé au niveau de la prospection, c'est la rédaction de cahier des charges, on a bien défini nos besoins, on évalue nos offres techniques. Là aussi, on a souhaité mettre en avant le critère qualitatif et environnemental, puisque 70% de l'évaluation de l'offre concerne l'offre technique, donc critères techniques et environnementaux. Et ensuite, 30% le prix. Ensuite, se fait l'attribution du marché pour une durée de 4 ans. On ne fait pas des marchés d'1 an, on fait d'une durée de 4 ans. Jusqu'à maintenant, c'était 1 an renouvelable 3 fois. Et là, les prochains marchés vont être de 4 ans fermes. Et après, on rentre dans la phase d'approvisionnement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a des délais qui peuvent aller de 6 mois à 18 mois en termes d'approvisionnement entre la prospection et l'approvisionnement. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez long en termes de conception des marchés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est la démarche de partenariat qu'on a avec nos fournisseurs. Pourquoi? Parce que ça permet une juste rémunération du producteur et une structuration des filières. C'est en fait un cercle vertueux que l'on a au sein de notre établissement. C'est définir nos besoins, rentrer dans un engagement au sein du CIVU en termes de volume et de durée. Ça permet une visibilité auprès des producteurs, de savoir qu'ils vont avoir un volume qui va sortir sur X années.
On rentre dans une contractualisation, ça c'est la partie marché public, et on développe ainsi des filières. Je prends toujours cet exemple, on en parlait hier avec la CA Le Prévert. Ça fait déjà depuis 2009 qu'on travaille ensemble sur le veau, maintenant le veau et le bœuf. Ça a permis de structurer complètement cette filière. J'étais content hier, ils me l'ont confirmé, ça a permis à des agriculteurs de sortir de certains marasmes. Donc c'est quelque chose où on en est assez fier, et on souhaite le faire maintenant aussi vraiment dans beaucoup d'autres filières. On le fait dans les fruits et légumes. Ça prend du temps, mais bon, on va y arriver. Pour vous montrer juste simplement, on a vraiment une localisation régionale de nos approvisionnements. Globalement, l'ensemble de notre filière. Alors il y a une petite erreur, on n'a pas de charcuterie bio en Gironde. Elle vient de Vendée. Sinon, globalement, on a l'ensemble de nos denrées qui viennent de la région. On a réussi à développer ça, et c'est quelque chose qui va s'amplifier encore pendant un certain temps, puisque derrière, on a souhaité donc mettre en place des marchés de 4 ans, et avec cette durée, ça nous permettra d'avoir vraiment un partenariat avec nos fournisseurs. Concrètement, ça représente quoi? On a un budget de 8 millions d'euros de dépenses financières. Ce budget de 8 millions d'euros, un peu plus de 3 millions d'euros sont alloués en fait au bio. Ça représente 40% l'année dernière, et cette année, comme a dit monsieur le maire de Bordeaux hier, on est à 46%. Et on peut s'apercevoir que ça représente jusqu'à 800 tonnes de marchandises. Et de ces 800 tonnes, il y en a 75% qui viennent de Nouvelle-Aquitaine. Donc, dernier slide. Donc, juste une chose. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer un peu plus en termes de volume, puisqu'on a un intérêt, nous, c'est d'aller jusqu'à presque 60% de bio. C'est quelque chose qu'il faut, c'est qu'en fait, il faut développer des outils. Alors, il est bien sûr qu'il faudra développer des surfaces agricoles, même si la région est très dynamique et très attractive dans ce domaine. Il va falloir développer des outils. Les cuisines centrales n'ont pas forcément de légumerie, de conserverie, de lieux de surgélation. Et les producteurs qui sortent énormément de volume, notamment dans le végétal, c'est principalement l'été. Et l'été, on n'a pas de convives scolaires, puisque la restauration scolaire fonctionne jusqu'à peu près juin. Et après, derrière, on a une chute de nos volumes. Donc, juste pour vous dire que l'achat, pour nous, ce n'est pas qu'un achat juridique. Pour nous, c'est vraiment un acte, on va dire, presque militant avec des convictions. Et on s'aperçoit qu'avec cet acte d'achat, on est des véritables aménageurs de territoire. On s'aperçoit qu'on remet des emplois paysans, là où il n'y en avait pratiquement pas, ou parfois ils avaient des difficultés à s'en sortir. L'intérêt, c'est vraiment dans une économie circulaire. Et on s'y retrouve. On s'y retrouve puisque nos marchés qui durent depuis de nombreuses années, je prends toujours l'exemple encore de la CICA Le Prévert, mais ça, depuis 2009, on les a. Nos coûts n'ont pas augmenté. Pour certains lots, ont même été voire un petit peu à la baisse. Et je vous ai dit qu'on ne parle jamais de coûts, parce que derrière, si on commence à parler de coûts, on n'arrivera pas à négocier. La juste rémunération, elle vient après, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour nous, d'abord, c'est pouvoir sortir du volume pour les agriculteurs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Thank you very much. What I really take home is the importance of trust with your suppliers and farmers, and as well your colleagues. So, and many other things, but this was really a message you repeated several times, so thank you for that. So now we had an example, let's say across the whole supply chain, we had an example about public procurement, and what we want to do with our last two speakers is to really zoom in into two actors of the supply chain, organic supply chain. So first, retailers, and then we will have farmers. So now I would like to present to you Lukas Nasser. He is marketing manager at Dendre, one of the leading organic supermarkets in Germany. And he's also a member of IFM Organics Europe, as well as he sits in our interest group of organic retailers. Welcome, Lukas. Thank you. I don't need it. Okay. So how much time do you give me, Sylvia? 12 minutes, okay. So there's a big clock and I see it ticking. Very good. So thank you for the introduction. My name is Lukas Nassau. Hello to everyone. I speak in English today. Even I'm from Germany, so we will see how this works out. My concentration is not the best today because I had a small child vomiting the whole night because of the heat stroke. It's really bad, but it's okay. So, yes, bravo. And that's it, thank you. Sometimes it's a small victory, but the most important of the day, yeah. So in preparation of the meeting of today, I wanted to show an elaborated best practice case, but in the last month, you can say, and weeks, it is, well, you can notice that the times are changing.
on a quite dramatic way sometimes. You know that the sector, the organic sector in whole Europe, is under high pressure right now, and all the circumstances are changing. So I think right now I would not want to talk about something coming from the past and maybe works good, but the question is what will be the best practice of today? You know, when so many things are changing right now. And we are representing, and the company I'm coming from, we are representing one of the pioneers, and we are the leader in organic specialized retail in Germany. So we are almost 50 years old, and have a turnover of around 1.47 billion euros last year. And it was all achieved just by hard labor. It's no external money, it's just working 50 years in the 100% organic route, you can say. And so thanks to IFORM, we met 2 days ago with other retailers, specialized organic retailers here in Bordeaux from all over Europe. So we had this organic retailer meeting with leading retailers from France, Belgium, Netherlands, Italy, and even Poland and Czech Republic and so on, to discuss what is the current situation. And what I can tell you is that in the specialized retailers, it's almost the same situation all over Europe, or Central Europe even, sometimes worse in the southern part of Europe, but it's almost the same figures. So we have a decreasing number of sales for decades, and when Corona situation came, there was, for the retail sector and especially the organic sector, there was a jump in sales. So there was an increase of 20 to 30% in 1 year, 2020, for example. And then 21 came, and for example, in Germany, we still had a small growth. In other countries, it was even declining a little bit, but it's okay, you know, it's just 1 year like this, 1 year like this, so it's steady line. But now 2022, we witnessed around the table a decrease of sales around minus 15%. So to the last year. And if we compare it to 2019, which was one of the last maybe normal years, if you can say so, then in Germany, for example, it's still a steady line. So we have a decrease to the last year, but it's still a steady line. In other countries, no. But then the question is, how do you react, and what will be the actions you take? And what we see is not only the figures of the specialized organic shops, but if you look at the conventional supermarkets, the mass market stores, they are also losing. And we have the discount sellers, the really cheap, focused on price retailers, they are gaining market shares. So we have, even in some countries, we have like a growth of 20 to 30% in the discount, which is huge. And the mass market and in the conventional, they are losing around 5%, but they are still growing in organic sales when we are losing organic sales. And so usually and then you're starting to question yourself. And what Sylvia said, the question of resilience. Is the organic sector we are representing here, is it resilient? I hope I'm not speaking too fast for the interpreter. It's okay, good. So are we really resilient? Because we are really proud what we achieved. We have words like partnership, long-term contracts, fair price discussions, and looking how to develop another approach, another system, maybe be one part of the solution, the transformation that is necessary for us. And now if there is one small attack, maybe, then attack is a strong word, yeah, but irritation, you can say, are we resilient enough? And on the table, it was quite clear that, for example, the small independent organic stores that everyone knows,
they are suffering the most. Because the first reaction of the consumer right now is to look after another level of price. So how do they react? And if you have to go through this phase we are facing now for 2 years, then we will witness a really decrease in organic retailers. And we have they said here in France, for example, they said that it will be a couple of hundreds stores less. So are we resilient in the methods we have now? I don't know. But I think we have to look at it on a different way, because what happens right now is that in the political level, lobbying is getting very strong. So organic is luxury. Sustainable life it's not important right now. We have to bring up the coal plants right now. We have to start with GMO. So right now we need more productivity. So it's not the right time for organic. That's what we hear on a national level. But what we see as a retailer connected to the people, we see the people are just irritated and afraid, and they think about their own pocket, their money, and not about skipping the sustainable approach on their lives. So what we see is that the people still want to live another way of life. They want to change the system. So I think, yes, we are at the right moment and point in doing the right thing. And I think we are very the most resilient approach on the market you can find and see. And it's not the time to get confused or have fear. Even so, maybe your numbers are not right. Maybe you made some mistakes in the past, economically wise. But I think we have partnerships, we have consumers, and there is like a huge pillow, you can say, that we can that we are resting on. The consumers are willing to support their local organic store. They will not let them die that easily. And even the partners, the wholesalers, everyone. So I think we are at the right point, and the conclusion we have is that loyalty and partnership is one of the most important things we witness right now, because we have these bigger, at least the bigger supermarkets, they have loyalty programs. So you have your loyalty card and you get a discount. But with the loyalty program, you also see the movement of your customers. You track the customer. Is he buying less, or less frequently, or less basket? And you see, usually the loyalty program is only attractive for the loyal customers. So what we see in these figures, they are really stable. So the people that really are committed to the organic way of life, they stick to this. And they maybe don't, so after Corona, they say, no, I have to make an expensive vacation. No, they say, I don't take the plane, and I still will support the organic sector. So we have to stick to the messages in the communication we have. We have not switch to a communication about price. Yes, we are cheap too. Our noodles are the same price, the organic noodles at pasta at Aldi, for example. That's not the communication we need. We need a price communication, but we have to stick to the communication of we developed about the sustainable aspects of our system. And I think that everything in life is going in waves. And so it's just riding the wave in a different way, and then we will find our means to support the Green Deal goals, I think. So that's not the best practice, I think, but around this ideas we are developing the best practice, how to make communication right now, how to make partnerships right now. We witnessed a lot of, maybe one last sentence, we witnessed a lot of partners that, for example, the sunflower oil. I think many people have witnessed the sunflower discussion and empty shelves of sunflower, and we have seen a lot of producers that said no to new clients. So big oil mills,
They get the telephone rings every day and they say, oh, give me your oil. Do you have oil? Yes, I have oil, but no, I will sell it to my partners first. You never bought from me and you will never buy again, so I will not supply you. And this is partnership. And this is something that really enlightens the future. And we witness partnership within the consumer to the retailer, to the wholesaler, to the producer and farmer. And so, yes, we are very resilient, I think. Yeah. And I hope that we will have good discussion and maybe questions. And I wanted to share just these thoughts of these days right now, and not present you an elaborated best practice. And I hope that's okay for everyone. And I'm looking forward to the questions. Thank you. Thanks, Lucas, for those thoughts, and again emphasizing how important loyalty and partnership is across our supply chain. Now, last but absolutely not least, we will hear now from the farmers' side, from Elena Vranova. She works at AMPI, which is the Association of Local Food Initiatives in the Czech Republic. She worked as a project manager for European projects, where she focuses on access to land, networking of farmers, territorial food systems, and CSA, community-supported agriculture. She is one of the initiators of the emerging national movement, and I will butcher the word, KPZ Co-Alice, so you will tell us how you actually pronounce it, which is a Czech national network of CSA, and a space for sharing experiences and mutual support of actors of local food initiatives. So welcome, Elena, if you want to come to the podium. Thank you for your presentation on CSA. So was already mentioned, we are small NGOs, and I think many of us know CSA, Community Supported Agriculture, and Urgency as a leading of networking in the international or European level. And for us in the Central or Central Eastern European part of Europe, it's a little bit, literally a small victory, using the CSA as a strong tool for sharing the knowledge and for bring the consumers to the smallest scale farmers, because we are mostly focused on the So also we are not farmers, but we are NGO mainly focused on education. We educate the kids from the kindergartens up to the high school. We are the second year of farm school for adults, so inspired for biodynamische Landwirtschaft. And also we describe this situation in the organic sector and ecology and agriculture as a little bit not the childish, but easy one for our consumers, because it mainly focuses about consumers and farmers. So the first, it's how we describe the situation with the food system, how the system looks like. Because in the Czech Republic, recently surveys led by scientists and sociologists from Academy of Science in the Czech Republic described in this year when the 88% of consumers or population in the Czech Republic go buy to the supermarket, and the numbers is higher before 2 years ago. So we are still in the struggle with labeling, with organic labels, because in the Czech Republic the people are most familiar with local and regional, but organic is still for them like so expensive but not accessible. And also many of the people are on the right side. There are some hobby garden markets, but it's not useful when you have to buy all of the spectrum of food from some different waves,
And it's the opportunity for local food initiative, because CSA is not just only one model, it's many of them. We can support the farmers market, food cooperatives, buying from the yard, or buying create some buying groups. So that's all of these possibilities. So we also describe the relation and which point and which pillars are important to the CSA in the Central and Eastern European. Because when we describe the food sovereignty, it's the first pillar. When then pillar grown in 2014, 2015, when Food Sovereignty Forum and Jeleni will be more visible for the Czech people. So, and also we educate how it's important sustainable agriculture. Because when we are talking about organic farming, so most of them, it's not for us, but we are started talking about healthy soil and harmony with nature, and how important it's the healthy food for their kids. So, wow, it's perfect. And the third pillar is solidarity economy, because we have to start it talking about pricing, about fair price, about community sharing, because our history as a country, it's a history with communism for more than 40 years, with communist epoch, and it's so still when we are starting to talk about community, it's not so great. But what is so important, it's still talking about partnership based on the human relationship between the people and several producers, and sharing the risk and also the benefit of the agroecological practice. So we describe the situation with the 4 principles. First is partnership, and what is important about these photos is the guy. He's the first farmer who involved in the CSA system in 2009 in the Czech Republic. He is organic farmer, and he is some little bit inspiration for many of them small-scale farmers who are involved in the CSA for now, because all of our farmers are organic, but they and mostly are certified, but many of them don't like be so described for the first step as an organic farmer, but they are proud to be agroecological farmer. The second principle, it's the it's locality, and also in the Czech Republic, we detect some new scheme between the local exchange trade, for example, in the cities. So that's also, it's not about locality, because, for example, the import from the farm to the consumers or shareholders in the Czech Republic, it's the distance. It's not just only maybe 10 or 20 kilometers. It average between the 50, 60 kilometers, and it's different, for example, between the Czech Republic and France. So, but the locality is also be active in local community, in local region, and it's so important to be fair about this system. And solidarity, it's a very important principle for consumers, because it's not just about create a long-term partnership and accept the seasonality of the foods, and it's also how the consumer will be support to the farmer. For example, one consumer group create a crowdfunding for their farmer when they was in the financial trouble. So it's huge for our Czech perspective, because it's not the typical be so active in the solidarity movement.
And also for us, it's important the agroecology because oh yeah, I can use the next slide because why agroecology? Why agroecology? It's also because the human and social values are included in all of these systems. And for the small-scale farmers in the Czech Republic, it's so important to be visible, and the CSA it helps for them. So a little bit numbers. When 2009, when the first CSA group started in the Czech Republic, in 2015, AMPI worked about create some little bit survey and collect the data. And this first 6 years, we obtained the numbers between 24 groups of already exist in the Czech Republic. But what is visible, it's the most, it's increase of the number of groups in 2021. It's because the COVID also, but it's also the important of education or how we work with them. When Lucas mentioned how will be promotive, we don't use the marketing. We do a mentoring, so we care about the people and we describe their stories and not use the market but the matter. We already have this a little bit same actors of the CSA, but what is important, we try to establish, because now CSA coalition, Capacit Coalition is still informal, but we have some great stories and great link and examples, for example, from Belgium as a GAZAP or from the France as a AMAP, how will be more important the rise to bottom-up movement in the Czech Republic as a CSA and establish more formal structure and be more useful, for example, in advocacy topic. And the motivation of become a member, from the survey from 2012, and what is interesting, it's the change of personal issue, because the 70% members of CSA prefer interest in the origin of the food as the main driving forces and main driving issue in their motivation. But in 2015, there was the healthier food. So they changed their mind and implement the origin of food, including organic farming. It's more important for them, for example. And also in our case, it's the short supply chain is described as a CSA network, as a CSA relationship. And for example, in our countries, this picture on the left side, they describe the situation from European point of view, not from the Czech, because food cooperative in the Czech Republic will be replaced by farmers market, because that's the reason when the CSA movement are really, really different in each country, also in Europe. So for us, it's the short supply chain is described by CSA and also food cooperative, because farmers market still have some intermediaries. And what is also important, it's motivation of farmers, how will be active in CSA movement. And this guy, this farmer, Vojta, he's a little bit with the struggle with organic labeling and organic practice, not obtain these rules, but he doesn't like the system of control in the Czech Republic. So it's typical for the producer of milk and cheese in the Czech Republic, for the smallest producers, because the legislation and also
regulation and they are so demanding, and it's the similar if you are the biggest organic company or biggest farmer producer company, or if you are the smallest farmers. So today, also on the farm started 2.5 days PGS, Participatory Guarantee System visits, and this guy, he would be sharing their knowledge to another people from the controls group and also from the visitors from his CSA's group. So that's also, we try to implement the PGS in our system because for many of the smallest scale farmers are not easy one be active on the organic level, but they still won't be organic and accept the agroecology. And what it's important when we wish to let more CSA blossom in this Czech Republic, it doesn't. It also mean the many of the smallest farms will be also blossom because organic farming it's closely connected with CSA in the Czech Republic. Thank you very much, Elena, also for reminding us of the power of stories and of connection. Thanks. Okay, so now the floor is really yours. We have 20 minutes. I already had seen some hands up, so don't be shy. Okay, I see 2 hands up. I'll take both questions. So we have 3 hands up. I'll take the 3. Okay, 4. Okay, we'll do the 4 questions and then, and there is a launching of the microphone, which arrived. Great. Steele from the Soil Association. A question for Martine. I was very interested to, the concept of trust came up actually in most of the presentations this morning. First of all, how did you manage to secure the trust of the supply chain actors when you were doing your analysis? And then secondly, did the process of engagement in the analysis itself and the transparency which came as a result of it, has that led to strengthening of those supply chains because people have understood where they stand within it and the relationships developed maybe in the course of the analysis strengthened their ties? And then moving on to the concerns around the downturn in consumer activity in the shops, whether those supply chains, once they've identified their margins, will they act collectively to share the pain to keep the market supply functioning effectively, perhaps more than the sectors that weren't engaged. That could perhaps involve Lucas commenting as well. Thank you. Okay, we had Roberto had a question as well. Oh, yes. Yeah, okay, great. Thank you. Oh, you get one. Okay, I take it. I'll have the third one. Meant for the choice of the speeches, all very inspiring and interesting, but there is no time to ask something to everybody, so I have only a technical question for Jean-Pierre about canteens. I am from Italy. We in Italy have compulsory use of organic food since the 90s, and now we have a national scheme of green public procurement in which all food had to be organic in the nurseries and at least 50% in other school, in primary school and so on, changing according to food categories. My question is about deep frozen food, which is in Italy is a hot case because we have not a public
kitchens. We have a lot of private companies which take part of at the tenders every 3 years. So there is not the possibility of having long-lasting relationship with the supplier, as you reported before, because you don't know if the next tender is yours of a competitor. And so in Italy, deep frozen is very not loved by the Ministry of Environment, and we have only spinach, green peas, and fish only. And according to farmers, we need cauliflowers, carrots, potatoes, zucchini, broccoli, a lot of products, and even in the wave of Green Deal, in which you want to put together farmers in order to give to them strength, large quantities, is clear you have to process food. And according to our evidence, there is less waste of water if you buy directly deep frozen, ready to be used product. You save money, you save labor, and there is really a lower impact. But the first idea is, oh no, deep frozen, too much energy. What is your approach about deep frozen food? Because it's easy for farmers, because it's helpful in order to programming production, putting together forces, and having a more strength in the market. Thank you. Thank you, Roberto. We also had one question from you. Oh, you had the mic. Yeah, perfect. Okay, he wants the answer. It's another topic. But you can ask it now. I mean, we'll take 4 questions Right. now. So when you take an overlook on the value chain, you always start with 2 instead with 1. Where does the seed come from? Why is it not in the value chain overview? This is my question. Okay, and we had one last question from Eduardo. Roberto, gli puoi... Thank you. So my question is for Elena. Elena, I'm curious to know if you have faced any kind of legislative obstacles in setting up your CSA scheme, and if yes, how did you overcome it? Did you work, I don't know, with the governments? Did you find a creative solution? And did you find a solution? Maybe it's still there, the problem, and has to be solved. Thank you. Okay, thank you. So, 4 very interesting and questions that look at various topics. I'm sorry for the noise. So we have one for Elena specifically and one for Jean-Pierre. Maybe we start with those, and then the other ones are more for everyone. Elena, would you like to start? About legal obstacles for CSA. Mais c'est après. Enfin, je vais juste commencer par... For now, we haven't legal obstacle because our government don't see the CSA as a threat. So we are still in a little bit shadow zone, but still exist. And for example, during the COVID, we can still create some link between the producer and consumers as well. So because it's under their optics, and because our government is more focused about agribusiness, so it's typical for the Czech Republic. We are the best in the Europe because we are the huge farms and huge land tenure security. So it's for us it's easy because it's still it's legal and it's also non-legal. So for us it's a great opportunity, and also now we prepare some help and some support, for example, to small zero waste shop because we create the link how to establish a food cooperative shop from zero waste shop, because it better create more intersection, not just only through the CSA, but create some another food cooperation or some these kind of links between the people. And still it's legal in the Czech Republic.
That's good. That's a good situation. Jean-Pierre, voulez-vous répondre à la question sur les produits surgelés? Alors, pour les surgelés, on rentre dans un... Il marche. Oui. Donc, pour les surgelés, on rentre dans un dilemme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de saisonnalité. Et le problème du surgelé, c'est qu'on utiliserait un produit qui serait hors saison. Donc, c'est un peu le dilemme que l'on a avec ces produits surgelés. Après, je vous rejoins, l'impact environnemental du surgelé est très négatif, puisque le stockage... Alors déjà, fabriquer un surgelé, ça nécessite beaucoup d'énergie. Ensuite, le stocker, ça consomme beaucoup d'énergie. Et c'est le propos que l'on a, qu'on échange avec nos élus, savoir est-ce qu'on garde une proportion assez importante en surgelé. Pour l'instant, on n'a pas répondu. On maintient quand même des surgelés dans le cadre de notre restauration, parce que l'hiver, on doit faire certains potages, des potages de courgettes. Alors, on rentre dans des produits qui sont hors saison, bien sûr, mais c'est un gros dilemme entre réflexion sur respect de la saisonnalité pour les menus, sortir les produits des producteurs, puisqu'un maraîcher va faire des légumes d'hiver, des légumes d'été. L'été, on a une faible consommation, puisque la restauration scolaire chute en termes de fréquentation. Il faut pouvoir trouver une sortie en termes de volume. Et puis après, derrière, comme je vous dis, le problème que l'on a, c'est ce stockage. Et dans la région, on n'a pas d'outils de transformation. Donc c'est quelque chose où on réfléchit. Est-ce qu'on partirait sur la création de ce genre d'outils, ou est-ce qu'on partirait sur la création d'un outil plutôt type conserverie, c'est-à-dire qui permettrait de passer certains produits, de faire du stockage à moindre coût. Mais le surgelé est une question problématique. C'est une question problématique pour nous, puisque ça nous amène sur une contradiction dans nos principes. Ok, merci. Donc pas si facile comme question. Okay, so now then we had a question for Martine, rather, which was about seeds in the value chain, and a final one, I think, for both Martine and Lucas about, the importance of trust. Does it really strengthen the supply chains? And does the supply chain sort of share the pain collectively, as you put it so well? Martine. Donc je vais tenter de répondre aux différentes questions. Tout d'abord, au sujet des semences. En fait, lorsqu'on construit le groupe de travail, on part effectivement du consommateur jusqu'au distributeur. On demande aux opérateurs phares de la filière s'ils souhaitent participer au groupe de travail, et tous ensemble, on détermine, notamment pour le maillon producteur, l'itinéraire technique, les caractéristiques de son travail au plus près de la réalité du terrain, ou à ce qu'il faudrait arriver à avoir en fonction des différentes fins de dérogation ou des différentes législations qui sont amenées à sortir au fil du temps. Donc en fait, au sein du groupe de travail, en ce qui concerne les semences, selon les productions qu'on étudie, par exemple, on dit sur le territoire, l'exploitation représentative, elle utilise 50% de semences de ferme, par exemple, et 50% de semences certifiées. Voilà, ça dépend vraiment de la production qu'on étudie pour coller au mieux à la réalité de ce qui se passe sur le terrain ou de ce qui devrait se passer en fonction des évolutions réglementaires notamment. C'est pour ça qu'on n'intègre pas ce maillon-là. En ce qui concerne la confidentialité et le respect de la confidentialité, les opérateurs avec qui on travaille dans ces groupes de travail, on les connaît. Moi, ça fait quelques années que je travaille à l'interprofession. On échange beaucoup ensemble via les commissions, via les autres groupes de travail. Et ensuite, selon les opérateurs qui participent à chacun des groupes de travail, on leur demande ce qu'ils souhaitent faire. Certains opérateurs sont tout à fait d'accord pour partager leurs données personnelles au sein du groupe de travail. D'autres opérateurs me transmettent les données. On les agrège en fonction des volumes qu'ils traitent. Et on parle ensemble, au sein des différentes réunions qu'on réalise, des données agrégées et moyennées de façon pondérée. Et voilà, on traite chaque donnée et on regarde si c'est cohérent avec la réalité de ce maillon-là sur le terrain. Voilà comment on procède. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, okay. Je pense. Okay, then let's go also to the question of trust, and perhaps actually for all of you, it's also the question of is there this sharing of pain between the either this network of CSA or the supply chain in general. Lucas. Yes, if it's okay, I would also answer a little on the seed issue. You're welcome to, absolutely. Yeah, because for us as an organic specialized retailer, the wholesale
chain starts right there at breeding. Even before the seed, we don't. In most cases, we don't have specialized seeds or varieties of animals for the organic sector. So our main, our support, financial support, as well as in the business, the support we provide is towards breeding, because that's really biodiversity is one of the biggest threats we have. So we always have to start there at the breeding, and the breeding of animals is quite costly, and everything is expensive, but especially with animals, so it's important. And maybe one last word: the most difficult things we face is not raising the money, but getting the consumer to become aware of this. Because why does my fruit have a name? I want an apple. Okay, an apple, maybe he knows different varieties of apple. But we started a marketing campaign on rescuing the broccoli. And he said, why should I rescue the broccoli? And then he thinks, okay, maybe it's not good anymore, and then I buy these products with green leaves or brown leaves. No, we don't have any variety of broccoli suited for the organic market, only hybrid. What are hybrids? And then it's really difficult to talk with the consumer, but we have to do it again and again and again. So yeah, this is maybe also an example of pain points within the supply chain. How can we make the pain we have on the fields be felt by the consumer? And unfortunately, the most of the supply chain, they just close the eyes, because it's easy if you have hybrids, but it will be just running against the wall soon. Does anyone want to add something on this question of trust and whether it's really something that strengthens the supply chain? Martine, it looks like you want to take the mic. Go for it. Oui, effectivement, la confiance et l'échange, surtout sur notre filière bio, elle est, et on le voit dans les groupes de travail qu'on maintient Interbio, elle est quand même à la base justement de cette structuration de filière et du fait qu'on pérennise les filières, parce que les gens se connaissent, ont plus de facilité à échanger sur leurs problématiques, sur leurs évolutions. Donc effectivement, voilà, la communication, surtout en bio, il faut qu'on soit en mesure de travailler tous ensemble pour la renforcer. Merci. So that's something that we really heard a lot today. Is there a very last minute question from any of you? Yes. Upstairs. Sorry for the stairs. Merci. Juste pour échanger sur encore la chaîne de valeur, on a nous personnellement essayé donc on a fait des contrats en équitable sur la filière lait bio, donc un contrat de 3 ans, etc. On vend en réseau spécialisé, en magasin, pardon, pour préciser. On a vraiment des difficultés vis-à-vis du consommateur qui a des prix psychologiques quand même en tête. Vous savez, quand on vend du lait à 1,09 ou à 0,99, on n'a pas du tout les mêmes volumes. Donc on a essayé, on est encore en cours, sur cette chaîne de valeur, de mieux rémunérer le producteur laitier. Évidemment, c'est ce qu'on a signé sur 3 ans. On n'arrive pas à remplacer les volumes de ceux qui vendent et qui payent mal les producteurs laitiers. On a un vrai... alors, c'est la fameuse chaîne de valeur. Si on réduit nos marges en magasin très très basses et qu'on se place à 0,99, on arrive à vendre. Si on est à 1,09, on ne fait pas les volumes. Et on n'arrive pas du coup à capter les consommateurs. Ça passe aussi par beaucoup de communication en magasin. Et votre slide chaîne de valeur que vous aviez tout à l'heure, Martine, on est en train de penser à faire ça directement en magasin. Voilà. On cherche des solutions pour tous les jours faire en sorte que les producteurs soient mieux rémunérés en effet et que ça passe jusqu'aux consommateurs, parce qu'ils ont du mal à le comprendre dans un marché où en effet l'inflation, etc., les consommateurs y vont au prix. Donc c'est très compliqué pour asseoir un petit peu tous ces partenariats et cette juste rémunération aux producteurs.
Thank you very much. So it's interesting that you brought in the consumer. Indeed, we didn't speak about the consumer too much until now. Do we have a short reply, perhaps from Martine, as you were est-ce que vous avez une réponse rapide à cette question? Je ne sais pas si c'est vraiment une question, je pense que c'est plutôt un témoignage. Voilà. Donc, effectivement, voilà, cette communication, il est important qu'elle arrive justement au consommateur qui ne connaît pas forcément, comme on parlait des problématiques entre chaque maillon de la chaîne, le consommateur ne connaît pas forcément les problématiques justement des gens qui apportent ce produit jusqu'au magasin. Donc, donc il y a des campagnes de communication qui sont en cours au niveau national, au niveau régional aussi, et on pense qu'il est également important d'avoir un message simple, visuel, voire simpliste, puisque le consommateur, il lui manque énormément de clés pour comprendre comment fonctionne notre filière souvent. Voilà. Okay, I think we can end here on the importance of communication and of communicating to consumers about the value chain and why a price is the price it is. Okay, so again, I hope you had some inspiring thoughts that might help you improve things at home or set up things at home. I hope the session sort of helped in getting the inspiration going. I really want to thank our speakers. You did a fabulous job. Thank you. Thank you also to you for all your brilliant questions. Thank you to the interpreters who've been doing an amazing job since yesterday. And we go to a break now. At 11:30, there will be the speech from the Vice President of Bordeaux Métropole, Patrick Papadato. And at 11:40, we have a session on carbon farming. And as per usual during this Congress, I think we would like to give you all a small gift, a token of our appreciation. And I think you're all either by train or car, apart from Alena, right? You're by plane, right? Perfect. It's just a question of the bottles. We're not discriminating. Okay, thank you very much to all of you.